Bienvenue sur le podcast Sentier de vie, le podcast qui met en lumière des parcours de vie très variés. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Bon, eh bien, Eli, le retour du Jedi. T'étais passé dans l'épisode 24 pour ceux que ça intéresse. Tu reviens de Thaïlande. Qu'est-ce que tu allé faire en Thaïlande ? Combien de temps t'es resté ? Et on va dérouler tout ça. Alors, je suis parti 5 mois au total en Thaïlande. Je suis parti en septembre 2023 et là je suis revenu là, il y a une semaine. Je suis parti la première raison, c'est pour l'entraînement de MMA. Je suis parti faire un gros camp d'entraînement à Phuket qui est dans le sud de la Thaïlande pour ceux qui ne savent pas et qui est vraiment l'endroit où il y a toutes les grosses salles de MMA, donc le Tiger Muay Thai, le Phuket Fight Club, le Bang Tao, tout ça. C'est vraiment un carrefour des sports de combat. Parce que la Thaïlande, c'est relativement proche de la Russie, de l'Australie, et tu as plein de combattants de tout horizon qui se rejoignent ici et qui s'entraînent. Donc c'était vraiment ouf. Et j'ai dû rentrer pour plusieurs raisons financières, raisons logistiques, parce que j'ai un combat bientôt. Yes. Mais c'est vraiment un endroit que j'ai découvert et que j'ai vraiment envie de redécouvrir. J'ai envie d'y retourner, j'ai envie de retourner m'entraîner là-bas. Donc voilà. Excellent, ouais. Excellent. On va parler de tout ça petit à petit. La première question que j'avais pour toi, c'est, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est combien d'entraînements tu avais par jour ? Et en gros... le chat qui parle, combien d'entraînements tu avais par jour et comment ça se déroulait en fait les entraînements ? Alors, le premier mois et demi où je suis arrivé, en fait, j'ai fait que de la boxe thaï parce que je combattais en boxe thaï. J'ai fait 2 combats en boxe thaï là-bas parce que je me suis dit, je pars en Thaïlande, même si c'est pas mon sport de base, j'ai quand même envie d'avoir cette expérience, d'avoir combattu en Thaïlande et tout. Donc, le premier mois et demi, je me suis focus que sur la boxe thaï. Donc, je faisais 2 entraînements par jour. Et c'était déjà très intense parce que les Thaïs, ils s'entraînent vraiment à la old school. C'est-à-dire que en France, nous, on a toutes les sciences de l'entraînement, il ne faut pas être surentraîné, il faut gérer la charge d'entraînement pour ensuite le pic de performance, etc. Eux, là-bas, ils s'en foutent complètement. Eux, là-bas, c'est si tu es fatigué, ça veut dire que tu ne t'entraînes pas assez, donc va courir plus. Tu vois. Wow. Donc, c'est de la course avant l'entraînement, c'est de la course après l'entraînement. Tous les jours, des pompes, des PAO où tu frappes, ils te disent 10 kicks, tu power. Tu vois, vraiment, ils te tuent à chaque entraînement. Et pour eux, c'est leur mentalité. Tu vois, ils font ça tout le temps. Donc le premier mois et demi, ça a été vraiment dur, l'entraînement. Okay. En plus, avec le décalage horaire, le temps que je m'habitue au climat et tout, c'était vraiment vénère. Okay. Mais bon, j'étais content parce que je me disais, bon, c'est le mood Thaïlande. Et ce genre d'entraînement, ça marche bien pour généralement des touristes, tu vois. Il y a peu de gens qui restent 6 mois ou 5 mois, tu vois. Les gens, généralement, ils arrivent, ils restent 3 semaines et donc ils ont envie de faire un stage commando, tu vois. Ils ont envie qu'on les pousse. Et du coup, les gens, ils arrivent et le fait de faire des pompes tous les jours, de courir tous les jours, c'est très dur, mais ils se disent, bon, dans 3 semaines, c'est fini, j'ai envie de le faire. Moi, vu que j'étais là 5 mois, au bout d'un mois et demi, tu vois, j'ai commencé à me poser des questions quand même. Je me suis dit, attends, c'est peut-être pas forcément très rentable de me briser comme ça à chaque fois. Je vais pas tenir, mon corps, il va pas tenir. En plus, j'avais des petites blessures et tout. Okay. Donc voilà, j'étais en général à 2 voire 3 entraînements par jour, 6 jours sur 7. Ok. Voilà. Et ta vie au quotidien, ça ressemblait à quoi ? Du coup, tu te lèves, tu vas courir. Enfin, concrètement, c'était quoi ? Au début, j'étais un peu comme un fou. J'étais euphorique et tout d'être en Thaïlande. Et du coup, j'allais à l'entraînement le matin et j'allais à l'entraînement l'après-midi. Et entre les deux, j'allais visiter des trucs. Tu vois, j'allais au Big Buddha, okay. J'allais voir les singes, j'allais voir la plage, j'allais faire du surf, j'allais faire plein de trucs. Ok, donc tu as quand même eu le temps au début, j'ai fait tout ça. Tu vois, là, disons les 2-3 premières semaines. Après, je me suis vite rendu compte qu'avec le rythme de l'entraînement, ça me fatiguait beaucoup, tu vois, de ressortir, de rentrer de l'entraînement et tout de suite d'aller visiter un truc et tout. Et du coup, j'ai quand même réduit les visites, tu vois. Et donc, okay. Du coup, ma routine, si tu prends ma routine générale, généralement, je me levais, je sais pas, vers 8h, je prenais un petit déj, j'allais à l'entraînement à 10h. Donc, le matin, c'était l'entraînement de MMA, tu vois, 30 pros dans la salle, grosse atmosphère de haut niveau et tout. On s'entraînait, on tournait ensemble et tout pendant 1h30. J'allais manger, je faisais une sieste de 1h. Je retournais à l'entraînement vers 16h. Là, re-entraînement. Après, l'après-midi, c'était plus soit un entraînement de boxe thaï, soit un entraînement de grappling, tu vois, c'était plus spécifique. Okay.
Et je rentrais, j'allais manger et je me couchais et je faisais ça tous les jours. Et combien de jours par semaine? 6 jours sur 7. 6 jours sur 7? Ouais, et généralement le dimanche, c'est là où j'avais un peu plus le temps de chiller, tu vois, j'allais à la plage où je voyais mes potes et tout. Mais en général, c'était entraînement, sieste, manger, entraînement, sieste, manger. Putain. Ouais, t'étais vraiment dans le mood. Un Spartiate, quoi. Vraiment, c'était ouf. Au niveau du niveau, justement, est-ce que tu avais des attentes par rapport à ça? Et est-ce qu'elles ont été comblées ou pas? En fait, j'ai fait 2 salles, moi. Okay. Au début, j'étais dans une salle qui s'appelait Lions MMA. Yes. Et dans cette salle, en fait, il n'y avait pas beaucoup de combattants. J'étais vraiment étonné. En même temps, je suis arrivé en saison basse. Tu vois, il y a la saison basse qui est de septembre non, pas de septembre, excuse-moi, de mars à décembre. Okay. Et après, de décembre à mars, c'est la saison haute où c'est l'été, il y a tout le monde qui arrive. Moi, je suis arrivé en saison basse. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de combattants de MMA. J'étais même étonné, même déçu, tu vois. Je suis arrivé, j'étais en mode, mais... En fait, j'ai fait toute cette route pour arriver. Il y avait 3 combattants dans la salle et tout. Autant rester en France, tu vois. Même s'ils étaient très forts. Mais par contre, le niveau était très élevé. Tu vois, c'était des mecs qui combattaient au One Championship. Je sais pas si tu connais le One Championship, c'est la grosse organisation asiatique. Il y a des sacrés combattants là-dedans. Il y a des vrais gars. C'est moins connu que l'UFC et tout parce que c'est moins médiatisé. Mais en Asie, c'est énorme. Genre vraiment, il y a des Russes, des Brésiliens, des Thaïs et tout. Et donc, le niveau était vraiment vénère. Tu vois, je me suis pris des KO au foie à l'entraînement. Enfin, vraiment vénère. Et après, j'ai changé de salle. Je suis allé à Phuket Fight Club. Et à Phuket Fight Club, le niveau était encore plus élevé, je dirais. Il y avait vraiment des gars du PFL, du Bellator, de l'UFC. Wow. Mansour Barnaoui, je sais pas si tu vois qui c'est. Mansour Barnaoui, il s'entraînait avec nous tous les jours et tout. Énorme. Trop bien. Putain. Mais par contre, ça s'entraînait plus intelligemment, j'ai trouvé. Tu vois, on n'est pas là à se cogner tous les jours, à se mettre des KO et tout. Moins l'ambiance pure thaïlandaise comme tu le décrivais. C'était plus l'ambiance entraînement intelligent. Et moi, c'est ce que je recherchais aussi, tu vois. Genre, en plus... Moi, j'ai des coachs qui sont très intelligents. J'ai fait des études de sport et tout. Du coup, je sais comment m'entraîner, tu vois. Et je trouve que c'est un peu frustrant quand tu es dans une salle et que les mecs ils te font des techniques d'entraînement et toi, dans ta tête, tu te dis mais je sais que c'est contre-productif. Ouais, tu dis rien parce que c'est pas ta salle. Tu dis rien parce que les mecs c'est des tailles et tu peux pas leur dire non mais en fait faut pas s'entraîner comme ça, tu vois. C'est leur tradition et tout. Ouais. Mais d'un autre côté, moi je voyais bien qu'il y avait des mecs qui se blessaient, des mecs qui venaient plus à l'entraînement et tout parce que c'était trop dur. Ok. Mais après, quand je suis arrivé à Phuket Fight Club, c'était vraiment hyper intelligent. J'avais un coach brésilien qui lui avait vraiment une mentalité d'entraînement nickel sur vraiment technique et tout, pas que la baston à l'entraînement, tu vois. Ouais. Et le niveau était ouf, vraiment. Il y avait beaucoup de Russes, des Tchétchènes, d'Aguestanais et tout, beaucoup d'Australiens, pas mal de Français, quelques Français aussi. Et voilà, c'était vraiment une atmosphère qui te pousse vers le haut. Tu vois, t'as pas... Dans la petite salle en France, généralement, t'as genre 2 compétiteurs, 2 mamans et 2 mecs de 60 ans, tu vois. Ouais. Et là, c'était vraiment que des pros entre 20 et 35 ans. Et t'as pas le temps, en fait, de te reposer. Tu vois, t'as pas le temps de faire un round de repos ou quoi. C'est 1h30 de pur entraînement qualitatif. Et après, c'est fini, tu vois. Est-ce que t'as l'impression d'avoir plus progressé en 5 mois en Thaïlande, là, en France ou pas? J'ai progressé différemment. Ouais. Parce que, en fait, ce que je disais, c'est que là-bas, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment des sparring de qualité. Tu vois, il y a plein de partenaires d'entraînement. Du coup, quand tu tournes avec des mecs, ça te fait découvrir plein de styles différents, plein d'intensités différentes, plein de physiques différents et tout. Mais par contre, la progression est moins individuelle, moins personnelle, tu vois, moins ciblée. Par exemple, le coach, vu qu'il a 30 mecs à entraîner, il va pas dire « Ok, Eli, aujourd'hui, on va travailler un truc spécifiquement pour ton jeu et tout. » tu vois. Alors qu'en France, moi, j'ai mes coachs qui sont avec moi, qui me connaissent depuis le début. Ils savent exactement ce dont j'ai besoin. Et du coup, c'est avec eux que je développe des nouvelles techniques. C'est avec eux que je lime mes faiblesses, que je construis vraiment mon jeu en fonction de mes qualités et de mes défauts. Et après, quand j'étais là-bas, en fait, je mettais en pratique, tu vois. Tout ce que j'avais appris, je le mettais en pratique contre des mecs super forts. Et du coup, ça me faisait prendre de l'expérience, ça me faisait le répéter. Donc, il y a un avantage aux deux. Tu vois, il faut des fois juste se mettre dans l'ambiance et tourner avec des mecs super forts. Et il faut des fois être un peu plus scolaire et dire, OK, là, on s'en fiche de l'intensité. Juste, on va apprendre des nouvelles techniques, travailler sur les détails et tout. Tu vois. OK, je vois. Et en France, tu avais le même entraînement, c'est-à-dire 2 entraînements par jour, 6 jours sur 7, non? C'était un peu différent parce que, en général, oui. En général, j'avais 2 entraînements par jour, 6 jours sur 7, mais je travaillais déjà. Ouais. Après, j'en avais parlé à mon dernier podcast, mon taf, il me donnait vraiment l'occasion de m'entraîner parce que je commençais à 11h et je finissais vers 18h généralement. Donc, généralement, je m'entraînais le matin
1 heure. Mm. Enfin, je parle en France. Hein. Ouais. En France, je faisais 1 heure le matin et le soir 2 heures, tu vois. Ouais, mais d'accord, c'était moins full MMA. Tu vois, je faisais pas entraînement, dodo, entraînement, dodo. Oui, je c'est faisais ça, ouais. entraînement, travail, trucs administratifs, machin, et je retournais à l'entraînement. J'avais des journées plus chargées en Ouais. France qu'en Thaïlande. Et du coup, par rapport à ça, tu as senti une différence aux entraînements? Est-ce que tu te sentais plus frais quand tu rentrais aux entraînements? Le fait de ne pas avoir de boulot à côté ou pas forcément? Je me sentais plus focus. Ok. En mode, ma seule activité, c'était l'entraînement là-bas. Ouais. Et du coup, même si je pouvais me reposer et tout, les entraînements ils étaient quand même plus intenses, je pense, en Thaïlande. Alors qu'en France, du coup, j'adaptais un peu l'intensité. Tu vois, par exemple, si je sais que j'avais une grosse journée de boulot, le matin, je me faisais une petite séance tranquille et le soir, une petite séance tranquille. Tu vois, alors que là-bas, chaque séance, c'était vraiment. Je dis pas que c'est genre t'es poussé dans le rouge à chaque fois, mais chaque séance était vraiment qualitatif 100%, quoi. Tu vois. Alors qu'ici, des fois, il y a des séances, je me rends compte qu'elles sont pas forcément optimisées et tout, tu vois. Ok, donc du coup, tu vas avoir un autre regard peut-être sur l'entraînement, sur ton entraînement. Ouais, je pense. C'est cool, ça. Du coup, tu m'as déjà répondu à pas mal de questions. J'allais te demander, est-ce que tu as trouvé, mais tu as commencé à répondre, une différence du coup entre l'entraînement en France et en Thaïlande? Et notamment, on entend souvent que les Thaïlandais, ils sont joueurs quand ils font des sparring. Ouais. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est... Ça dépend. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en Thaïlande, il y a les salles de boxe thaï thaïlandaises et il y a les salles de boxe thaï pour les touristes. Enfin, pour les touristes ou les occidentaux. Et en fait, les salles de boxe thaï thaïlandaises, moi, j'y suis pas allé. Je suis pas allé dans une salle traditionnelle parce qu'en fait, il y a pratiquement que des thaïs dans ces salles-là. Et c'est des trucs, c'est pas dans la ville, c'est un peu excentré. Les thaïs, ils payent pas, ils sont limite que entre eux et tout. Et moi, les salles où j'étais, c'était vraiment des salles, il y avait quasiment pas de fighter thaï, tu vois. C'était que des, comme je disais, des Brésiliens, des Russes, des mecs des expatriés. Et j'ai trouvé que le sparring était pas forcément joueurs parce que les mecs combattent moins. Les Thaïs, en fait, ils sont joueurs parce qu'ils combattent tout le temps. Les Thaïs, ils combattent toutes les 2 semaines, tu vois. Et du coup, en fait, ils peuvent pas se permettre de combattre toutes les 2 semaines et en plus de faire des gros sparring appuyés à la salle. Mais vu que nous, on combat moins, tu vois, on combat peut-être une fois tous les 3 mois, tu vois, tous les 2 mois, voire plus en MMA, tu vois, une fois tous les 6 mois. Et ben en fait là nous il faut qu'on fasse des sparring appuyés pour garder le rythme, garder l'intensité, garder le coup d'œil et tout, tu vois. Mais ouais. Ok. Au niveau de la nutrition, je me demandais si tu avais réussi enfin, est-ce que ça t'a beaucoup changé par rapport à la France? Est-ce que tu avais l'impression que tu mangeais assez par rapport à ton rythme et tout? Comment ça s'est passé, ça? En fait, au début, tu vois, on m'avait dit oui, en Thaïlande, tu peux vraiment manger pour 2 €, t'inquiète, tu vas rien dépenser et tout. C'est complètement faux. C'est complètement faux pour mon cas. Au début, je mangeais thaï, tu vois. Je mangeais dans les marchés, je mangeais un petit pad thaï c'était 60 bahts, tu vois, 60 bahts, ça fait genre 1,50 €. C'est bon, ça. J'étais content, j'étais en mode, oh, mais c'est cool, je vais manger ça pendant les 6 mois, je vais pas dépenser de thunes, tu vois. Et en fait, déjà, ça ne suffisait pas parce que quand tu t'entraînes à ce rythme-là, tu as besoin de manger plus, tu as besoin de bons nutriments, tu as besoin de grosses quantités de calories et tout. Et en plus, je suis tombé malade, mon gars. Genre, vraiment, quand je mangeais sur les marchés, au début, je faisais pas du tout attention, tu vois. Et en fait, j'ai chopé des intoxications alimentaires où, genre, j'ai été plombé au lit ou dans la salle de bain pendant des jours. Et en fait, ça m'a un peu dégoûté, tu vois. Et maintenant, je voulais plus prendre le risque après, tu vois. Et du coup, je mangeais. Vraiment, l'endroit où j'étais, c'est pas représentatif trop de la Thaïlande parce que c'était vraiment. Ça s'appelle la rue des fighters, en fait, là où j'étais. C'est la rue où il y a toutes les salles. Et du coup, il y a que des fighters ou des bodybuilders, que des sportifs, tu vois, que des mecs qui s'entraînent. Et du coup, à chaque coin de rue, t'as un restaurant un peu sain, tu vois, un restaurant un peu de sportif, tu vois, où ils vendent des assiettes protéinées, des milkshakes protéinés, que des repas exprès pour les gars qui s'entraînent. Et du coup, moi, je mangeais dans ces trucs-là. Donc, c'était certes plus cher, mais par contre, c'était parfait pour un mec qui s'entraîne de ouf. Et c'était, du coup, pas très thaïlandais. Ouais, bien sûr. On était vraiment sur des wraps au poulet, des burgers, du riz au saumon. Enfin, tu vois, c'est des trucs. C'est un peu le rêve du sportif, franchement, cette rue-là. C'est parfait. Hein. Franchement, il y a tout ce qu'il faut dans cette rue. T'as des salles de sport, des salons de massage, des salons de cryothérapie, tu sais, avec du sauna, du machin, des spas et tout. Des restaurants exprès pour les sportifs. C'est super. Enfin, c'est des magasins
de gants de boxe et tout. Tu peux acheter tout ce qui est possible imaginable. C'est fou. Donc franchement, pour un fighter, c'est vraiment ouf. Après, ça revient un peu cher du coup quand t'es dans cette rue, parce que t'as l'impression qu'en fait t'as envie de tout dépenser tout le temps, et en fait ça part super vite. Ouais, je vois. Est-ce que t'avais des attentes par rapport au niveau, mais cette fois par rapport à ton niveau, entre celui où t'es parti et celui où t'es revenu? Donc t'as parlé du niveau des autres combattants, mais toi, est-ce que en allant là-bas, t'avais des attentes de progresser sur certains points particuliers ou de façon générale, et est-ce que ça a été le cas? Est-ce que pas tant que ça? Enfin, comment ça s'est passé? J'ai été surpris de deux manières. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai tourné avec des mecs qui étaient super forts, mais vraiment, et là tu te dis mais c'est pas possible, genre je m'entraîne tous les jours et tout, et en fait le mec il me roule dessus et il joue avec moi comme si j'étais son fils, quoi. Vraiment, il y avait des gars, ils me contrôlaient, mais tu vois, j'étais en mode mais c'est pas possible, je peux rien faire, tu vois. Ouais. Mais à contrario, il y avait aussi des mecs qui étaient au One Championship ou qui étaient au Bellator et tout, et contre qui je me démerdais pas trop mal, tu vois. Okay. Et du coup, je trouve que ça fait vraiment prendre conscience que d'un côté, il y a vraiment des levels dans le game, tu vois, il y a vraiment des mecs qui sont chauds et qu'il faut continuer à travailler, tu vois, et que pour l'instant, je suis vraiment personne, mais que les grosses organisations, elles sont pas si loin. Tu vois, genre franchement, techniquement et physiquement et stratégiquement, j'étais pas si loin de ces mecs-là, tu vois. Okay. Après, il y avait vraiment certains mecs très très chauds qui me roulaient dessus, mais sinon, je te jure, il y avait des mecs, j'étais en mode, mais en fait, toi, t'es au one et je suis plus fort que toi, en fait. Putain. Tu vois, après, il faut vraiment faire une différence entre le sparring et le combat, tu vois. Oui, parce que c'est toujours du sparring, ça se trouve, le mec en combat, il est super fort, super efficace, il optimise de ouf ce qu'il sait faire, donc ça joue aussi, tu vois. Ouais. Mais vraiment, il y avait des mecs, tu vois, moi, pour l'instant, j'ai que 4 combats pro, tu vois, bientôt 5, mais il y avait des mecs qui avaient 10 combats pro, 20 combats pro, et franchement, je les gérais. Hein. C'est bon, ça. Genre, ça fait vraiment... Ça ouvre les yeux et ça te fait comprendre que ouais, c'est pas si loin. Donc ça, c'était cool, tu vois. C'est bien. Et après, est-ce que je voulais travailler des trucs en particulier ? Non, je sais que je voulais vraiment... Moi, de toute façon, j'ai un game vachement complet en général. Tu vois, je suis pas un boxeur incroyable ni un lutteur incroyable ou quoi. Je sais à peu près tout faire bien, sans être excellent nulle part. Et justement, j'ai essayé en fait de maintenir ce truc de... Okay. Ce truc de garder, d'élever tous mes curseurs en même temps. Tu vois. Et il y a un truc que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné vachement en gaucher. D'habitude, je suis droitier, moi, donc je boxe en droitier. Et en fait, je me suis dit, là, les 5 mois où je vais être là, je vais me mettre que en gaucher. Que en gaucher. Et maintenant, du coup, je sais boxer des deux gardes. Ça doit être chiant, du coup. Et c'est trop bien. Tu vois, c'est un avantage de ouf, parce qu'en fait, tu peux mixer de ouf les informations, et le mec en face, il peut pas imposer son jeu et tout, parce que tu changes de garde tout le temps. Et puis j'ai un game différent maintenant dans les deux gardes, donc je peux vraiment changer de style dès que j'ai besoin, donc c'est vraiment cool. Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est ouf. C'est bon, ça. Si tu passes sur la roche, je viendrai voir ça. Déjà, tu vas le voir au combat samedi, parce que je pense que je vais le faire. Je pense que je vais changer de garde tout le temps, tu vois. Ouais, on va en parler de ça. Ouais. Et justement, en parlant de combat, du coup, tu as fait 2 combats en Thaïlande. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de tout, de la préparation, des adversaires que tu as eus, des combats en eux-mêmes? Est-ce que c'était différent de faire des combats là-bas qu'en France, ou est-ce que finalement c'est la même chose mais c'est juste dans un endroit différent? Voilà, parle-moi de tout ça, des combats en Thaïlande. Alors ça, c'est ouf. Là, j'ai vraiment plein d'anecdotes. Genre, c'est déjà les combats, l'organisation des combats est vraiment à l'arrache. C'est-à-dire, je veux dire le matchmaking, tu vois, comment ils trouvent un adversaire et tout. C'est-à-dire que tu t'entraînes, il y a un petit mec qui arrive sur sa mobilette, qui se gare à côté du ring, qui te regarde genre 1 seconde taper les PAO, qui dit tu t'appelles comment toi ? Ok, tu pèses combien ? Ok, tu veux combattre ? Ok, et c'est tout. Et il te prend une photo avec son petit bico là, et genre, et c'est fini. Il n'y a pas de combien de combats t'as, il n'y a pas de combien, quelle est ton expérience, machin, c'est 3 questions et est-ce que tu veux combattre ? Donc moi je suis arrivé et en fait dès le premier jour j'ai dit moi j'aimerais bien combattre, tu vois. J'ai prévenu le coach pour qu'il l'ait en tête et qu'il me cherche des combats, tu vois. Et vu que j'avais déjà combattu en MMA et tout, bah, il a vu que je savais déjà plus ou moins boxer, même si c'est pas le même sport, je me démerde déjà quand même un peu, tu vois. Et du coup au bout de 1 jour il m'a proposé un combat, genre vraiment je suis arrivé 3 jours après, j'avais déjà une proposition de combat, donc moi j'ai dit ok. En fait il se trouve qu'il a annulé le soir, tu vois, donc je l'ai pas fait celui-là.
Mais il m'a dit dans une semaine, tu pourras combattre. Ok. Donc j'ai combattu 1 semaine et demie après être arrivé. Ça va super vite. Ça va super vite. J'étais encore jet lag, j'avais vraiment 1 semaine de Muay Thai dans les pattes, tu vois. Et ce qui est ouf, c'est que je savais pas qui je combattais. Ah ouais, tu savais pas. Je savais pas. Jusqu'au soir même. Jusqu'au moment où j'étais dans le ring. Ah ouais. C'est un truc de ouf, tu vois. Genre ils m'ont dit vas-y tu combats et les coachs ils m'ont juste dit ouais je crois que le mec que tu combats il est grand, tu vois. Super. En mode, merci, ok super, enfin nickel. Merci. Mais d'un côté je me disais bon c'est de la Muay Thai, ça compte même pas pour mon palmarès pro et tout parce que c'est un autre sport. Ouais. C'est pas grave, au pire je tombe contre un mec super fort et je me fais éclater et voilà ça serait une bonne expérience, tu vois. Ouais. Et donc du coup je me prépare, je me mets tout, il n'y a pas de pesée, il n'y a pas de régime ou quoi parce que tu combats. Moi, ma caté de poids, c'était 158 livres, 168 livres, donc ça fait, je crois, 76 kilos. Ouais, ça fait 76 kilos. Je pesais pas du tout 76 kilos, je faisais genre 82. Ils s'en foutent complètement. Il n'y a pas de pesée et c'est tout. Vraiment à l'arrache. Je leur ai dit, mais je pèse 82. Ils étaient en mode, oui, good. J'étais en mode, ok, tu vois, nickel. Rien à foutre. Vraiment, ils s'en foutent complètement. Et tu vas voir, donc j'arrive à la salle et tout, c'est dans un énorme stade, c'est dans un stade, tu vois, une grande salle, il y a le ring au milieu, il y a le public qui est rempli et qui fait oh ouais, tu vois, genre il y a la musique thaï et tout, c'est vraiment l'ambiance boxe thaï. Donc t'arrives, tu te prépares, tu te mets de l'huile sur le corps, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est une huile thaï qui te chauffe en fait. Ouais, on les voit souvent masser les combattants avant de... en fait ça te chauffe, ça te permet de moins sentir les coups et tout. Ok. Et ça paraît que ça glisse aussi pour le clinch, pour quand ils attrapent les kicks, tu vois, ça glisse, c'est plus simple. Donc voilà, tu mets ton huile, tu te fais masser un peu, tu t'échauffes vite fait. Ils te mettent tu sais, le serre-tête là, le truc sur la tête des Thaïlandais, ils te mettent la veste des Thaïlandais, ils te font une espèce de bénédiction un peu avant que tu rentres dans le ring. Et après, tu rentres dans le ring, tu vois. Donc il y a un espèce de mec qui appelle les combattants, qui est en mode Ellie from France, ou alors des fois il se trompait, tu vois, il disait genre Ellie from England. Moi je te demandais pas du tout. Qui fait 80 kilos mais qui combat pour 70. Des fois, à un moment ils ont mis une affiche avec le drapeau anglais, tu vois, pour moi, alors que j'étais pas du tout anglais. Tu vois, c'est vraiment à l'arrache, c'est vraiment à l'arrache, tu vois. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais c'est marrant. En vrai, c'est une expérience. Et du coup j'arrive et après tu rentres dans le ring. Et donc moi je savais pas qui était mon adversaire. J'attends et il y a un mec qui rentre, un espèce de gros, tu vois. Un gros, je pense qu'il devait faire honnêtement 10 kilos de plus que moi. Tu vois, j'aurais dû faire genre 90 kilos. Un gros et tout, un thaï. Le combat commence et en fait, les thaïs, ils ont tous plus ou moins le même style. C'est qu'ils commencent très très lentement. Tu vois, ils sont là, ils prennent leur temps, ils bougent pas trop. Et en fait, ils sont habitués à faire ça parce que les autres thaïs, vu qu'ils combattent entre thaïs généralement, les autres thaïs, ils font ça aussi. Donc généralement, le premier round, c'est un peu lent, ça accélère au deuxième, et le troisième, généralement, ils font un peu du spectacle, tu vois. Okay. Sauf que ce qui est ouf, c'est que vu que les thaïs, ils combattent toutes les 2 semaines, en fait, ils forcent pas. Ouais, je vois. Et ça, c'est un peu frustrant pour nous. Parce que nous, tu vois, on arrive, si tu sais pas, t'arrives, t'es en mode wow, je vais combattre en Muay Thai, le valeureux français qui vient combattre un Thaïlandais dans son propre sport et tout. Ouais. Sauf qu'en fait, le mec, il force pas. Donc le mec, il est technique, tu vois, il est là, il met des beaux kicks et tout. Mais s'il voit que tu le connectes un peu trop, il va se mettre sur les genoux et il va se coucher, tu vois. Ah ouais, ok. Donc c'est vraiment. T'es un peu déçu peut-être de pas avoir la résistance que t'espères. C'est ça. Quoi. Moi, j'ai fait 2 fights et j'ai mis 2 KO, mais tu vois, j'ai totalement conscience que les 2 KO que j'ai mis, c'est pas des vrais KO comme si je les avais mis en MMA, tu vois. Ok. Parce que les mecs, j'aurais gagné les combats dans tous les cas parce que j'étais au-dessus, mais par contre, les mecs, ils forçaient pas. Tu vois, c'était pas des guerriers. Genre le premier fight. Ouais. Genre j'ai bougé un peu. Moi, je suis rentré dedans direct. Tu vois, le mec qui prenait son temps, moi, je suis rentré dedans direct. Je lui ai mis un gros genou sauté dans la bouche. Et il est tombé, tu vois. Et j'étais limite étonné, tu vois. J'étais en mode, mais attendez, mais c'est... Lève-toi, je sais pas, t'as 10 secondes pour te relever. Genre, j'étais un peu déçu, tu vois. Et le deuxième fight que j'ai fait, donc là, au moins, je savais mon adversaire parce que j'avais déjà eu une victoire, c'était un peu plus sérieux et tout. Déjà, ils me disent que c'est pour une ceinture. Tu vois, ils me disent World International Boxing Championship et tout. Yes. Je suis en mode stylé, tu vois, pour la ceinture. En fait, j'arrive le jour du combat, il y avait plus de ceinture en jeu. Ils m'ont dit ouais non, en fait non, pas de ceinture, tu vois. J'étais en mode bon en fait, on avait la flemme. Non mais vraiment, c'était vraiment ça, tu vois. En fait, on l'a donné à quelqu'un d'autre, tu vois. J'étais en mode nickel, tu vois. Mais bon, en vrai, je m'en foutais parce que même si je l'avais gagné, ça veut rien dire, tu vois, une ceinture au bout de 2 fights, c'est pas comme si t'étais champion du monde, tu vois. Oui. Mais voilà, donc ils me disent ça, j'arrive, en fait, il y a plus de ceinture, je dis bon, OK. Et je rentre dans le ring contre un mec. Et le mec, il était féroce, tu vois. Genre, je me rends compte que c'est beaucoup plus dur que le premier fight. Je me rappelle du mec. Je me rappelle de comment il combattait. Et que je me rappelle qu'il mettait des coups de violents. bien. Ouais. Et en fait, moi, je rentre
dans le combat avec ma garde de MMA, tu vois, donc ma garde un peu anglaise, kickboxing. Et en fait, le mec me met des coups de coude dans la gueule. Genre, il me lacère les arcades, tu vois. Et je me rappelle, j'ai eu 17 points de suture en sortant du fight. J'avais vraiment les arcades et le front ouvert de ouf. Ouais, j'avais vu, t'avais mis un truc, t'avais mis une photo où on voyait ta blessure. Et d'ailleurs, ça a bien récupéré. Hein, parce que... franchement, on le voit plus trop là, ça va. Non. Hein. Non. Franchement, ça va. Ouais, je m'attendais à ce que t'aies une bonne balafre. Ouais, non, mais franchement, ça allait. En plus, j'ai pas du tout mis de crème et tout. Et ça a bien cicatrisé. Après, ça dépend de la lumière. Des fois, je suis à la lumière, ça se voit beaucoup, mais en vrai, c'est pas très grave. Tu vois. Non, franchement, parce que pour se rendre compte quand même, sur la photo, ça prenait quand même une bonne partie depuis l'arcade jusqu'au milieu du front. Quoi. Ça faisait bien, je pense, 5 cm, tu vois. Et d'ailleurs, ce coup de coude, quand tu le prends, je le sens. Ah, tu le sens parce que des fois, j'entends des fois des combattants qui disent, sur des coups impressionnants, qui disent sur le moment, j'ai rien senti. J'ai été ouvert à 2 endroits. Sur la paupière, j'ai pas senti du tout. Parce que c'est de la peau super fine. Tu vois, et vu que c'est de la peau fine, en fait, tu le sens pas trop. Mais le front, tu vois, si tu touches ton front, c'est de la peau assez épaisse quand même. Tu vois, c'est pas comme là où c'est souple. Et du coup, le mec, il a vraiment mis un sale coup de coude et ma peau, elle s'est déchirée, tu vois. Et du coup, j'étais vraiment ouvert de ouf. Et en fait, pendant le combat, du coup, je sens le sang qui commence à couler sur moi. Et je sens le sang qui me tombe dans les yeux et qui va dans ma bouche et qui va dans mes cheveux et tout. Et en fait, même si ça fait un peu mal, mais ça va, tu te dis, ah merde, là, je suis en difficulté, tu vois. Et ça, c'est le premier round. Le premier round, il me lacère de ouf. Et il me met des high kicks. À un moment, il me met un high kick derrière la tête. Enfin, vraiment, je suis vraiment en galère, tu vois. J'arrive, je m'assois. C'était mon pote Jason Poney, qui est un Français qui était dans mon coin. Ah, mais oui, il est relativement connu, lui, non ? Ouais, enfin, dans le monde de MMA, il est dans le top 5 français. Hein. Ouais, on est d'accord. Très, très fort. Très, très fort. Il a combattu au PFL, au ONE FC et tout. Et donc, c'était lui qui était dans mon coin. Et il me dit, écoute, là, va falloir changer le game parce que t'es en retard, tu vois. J'étais ouvert de partout, le mec il avait rien du tout. Donc il me dit attaque-le en anglaise, joue pas le jeu de la Muay Thai, attaque-le en anglaise, attaque la pression et tout, tu vois. Et donc je me lève et le deuxième round, du coup j'y vais en mode marche avant. Et j'avance, et je fais du débit, j'envoie des coups. Et il se trouve qu'il y a une grosse droite qui connecte et le mec tombe, tu vois. Mais pareil, j'étais un peu déçu, tu vois, parce que je me dis putain, le mec il est super fort, il m'éclate et je lui mets juste une grosse droite et il tombe, tu vois. Et en plus, il tombe, mais après, il a 10 secondes normalement, tu vois. C'est en mode, tu peux tomber, ça je comprends, mais après, t'as le temps de te relever et tout. Il tombe, et en fait, il cherche même pas à se relever, tu vois. Et j'étais un peu en mode content d'avoir gagné, mais aussi en mode, mais attends, mais c'est pas représentatif, tu vois, genre. Parce que t'as senti que si vraiment il voulait, il pouvait se relever à ce moment-là. Ah oui, non, mais c'est sûr. Parce que franchement, en boxe taille, on a les gros gants, les gants anglaises. Et franchement, moi, j'ai déjà été sonné avec des petits gants de MMA. Même avec des petits gants de MMA, tu peux te relever. Alors avec les gros gants, franchement, pour que le mec il se relève pas, faut vraiment qu'il en prenne plein la gueule et qu'il se prenne 3 knockdowns d'affilée et à la fin c'est mort, tu vois. Mais là, il était en train de m'éclater et je lui ai mis juste une grosse droite, il est tombé. Tu sais, j'étais en mode, même mentalement, tu vois, genre, je sais pas, il cherchait même pas, tu vois. Et en fait, ce mec-là, 2 semaines après, il recombattait, tu vois. Ouais, en fait, ça rejoint ce que tu disais, c'est que les mecs, en fait, vu que c'est leur toutes les 2 semaines, ils combattent. Peut-être que s'ils voient qu'ils commencent à se prendre des coups un peu trop durs, ils se disent, bon, bah, laisse tomber. C'est sûr, en fait, c'est leur gagne-pain, eux. Tu vois, ils viennent, ils prennent leurs 4000 bahts. Là, 4000 bahts, ça fait 75 €, tu vois. Ils font ça toutes les 2 semaines, ils nourrissent leur famille avec. Et du coup, ça vaut pas la peine en fait de se prendre un énorme KO, de prendre trop de dégâts et qu'après ils puissent pas combattre pendant genre 2 mois, tu vois. Donc du coup ils se prennent un coup, ils se disent oula, lui il cogne un petit peu là, je vais pas prendre le risque, je me couche, c'est pas grave, et le prochain je prendrai encore 4000 bahts et tout, tu vois. Mais ceci dit, je sais plus si c'est une droite ou une gauche que t'as mise, mais je m'en rappelle, et en plus t'étais un peu en déséquilibre, et en fait ça montre que bah, t'es pas obligé d'être à 100% bien au sol, c'est mieux, sûr. Mais un coup, en fait, le coup qui te met KO, c'est pas le coup puissant, c'est le coup que tu vois pas arriver. Tu vois, parce que si là, par exemple, je te dis, ok, Alex, je vais te frapper de toutes mes forces. Attends, on le fait en live du podcast. 3, 2, je déconne. Oui, il est mort. Oh merde. Non, mais vraiment, c'est ça, si je te dis ça et que tu dis ok et que tu contractes ton cou, que tu te prépares et tout, il y a peu de chances que tu tombes, tu vois. Par contre, si tu es en train de pisser dans le jardin et que j'arrive et que je te mets une grosse tatane derrière la tête alors que tu t'y attends pas, là, il y a possibilité que tu tombes parce que tu étais relâché et boum, je t'ai mis un coup qui t'a surpris, tu vois. Carrément. Donc, du coup, le coup qui fait mal, c'est pas forcément le coup puissant. Mais là, franchement, le coup que je lui ai mis,
ça aurait été pas un taille, je pense qu'il se serait relevé. Ok. Honnêtement. Je trouve qu'il faut être réaliste, tu vois. Il faut être honnête avec ça. Et on en parlait justement avec un de mes potes que je me suis fait là-bas. Il y a beaucoup de mecs qui jouent là-dessus, tu vois, qui mettent un KO, un taille. Le mec, il a 50 ans, il a jamais fait de combat de sa vie, il est vieux, il s'entraîne plus. Le gars, il l'éclate. Et après, ils mettent sur Instagram, merci Dieu, j'ai battu un taille dans son propre sport, quelle vie, quel accomplissement. Nous, on est là, on est un peu, non mais gars, il s'est couché, le gars, tu vois, on a bien conscience. Donc moi, tu vois, j'ai posté les vidéos de mes combats parce que c'est intéressant, tu vois. Franchement, et c'est une bonne expérience, c'est quand même des combats. Mais je suis pas là à dire je suis à 2-0 invaincu en Muay Thai, 2 KO et tout. Enfin non, pas du tout. Ah mais c'est bien que tu aies ce recul-là et cette humilité-là, parce qu'effectivement c'est pas le cas de tout le monde. C'est sûr. C'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, là 2-0 2 KO en Muay Thai, tu prends un mec qui est à 2-0 2 KO en Muay Thai en France. Ouais. Le mec c'est une brute. Hein. Ouais. Le mec pour être à 2-0 2 KO en pro, faut être vraiment un combattant de Muay Thai vraiment vénère, tu vois. Ouais. Alors que moi, j'avais 2 semaines de Muay Thai dans les jambes et j'ai fait ça, tu vois. Enfin, faut être honnête, vraiment. Faut vraiment, faut avouer, tu vois. Faut être fier de ça parce que ça prend quand même du courage de monter dans le ring. Oui. Et n'importe qui, même un touriste qui monte dans le ring, je respecte de ouf. Mais ne joue pas non plus, ne fout pas de la gueule des gens non plus, tu vois. Ouais, mais c'est bien que tu le dises. Ça remet l'église au centre du village. C'est bien. Concernant le voyage, enfin l'expérience à l'étranger, en gros, tu vivais où ? Ça ressemblait à quoi ? Dans quel genre de logement t'étais ? Est-ce que tu partageais ton logement avec des gens ? Comment c'était au niveau hygiène ? Enfin, tout, en fait, comment c'était ? Plus niveau logistique, quoi, niveau autre que l'entraînement. Ouais, quoi. En gros, qu'on s'imagine le cadre. Voilà, le cadre dans lequel tu vivais au quotidien. Alors déjà, je suis pas parti tout seul. Je suis parti avec 2 amis qui s'appellent Rodrigue et Maël, qui sont aussi qui font du MMA aussi et tout. Rodrigue, il était pas combattant, mais Maël, il est combattant. Enfin, tu le connais, il combat, il est très fort et tout. Et du coup, je suis parti avec eux. Et donc, du coup, déjà, c'était plus simple, tu vois, d'arriver, de trouver un logement. Tu sais, c'est pas en mode je suis tout seul, je connais rien et tout. Ouais. Je suis parti avec 2 potes et en plus, je retrouvais des amis là-bas, Jason et Astrid, qui sont un couple que je connais depuis longtemps et que je connais bien, tu vois. Donc, ça te donne une base sur place. Je suis arrivé, au début, la première semaine, j'étais à l'hôtel, tu vois, histoire le temps de trouver une chambre et tout. Donc c'était un hôtel, c'était cool, tu vois, c'était un petit hôtel un peu local, tu vois, genre un peu, pas dans la forêt, c'était en pleine ville, mais il y avait du décor un peu forêt, tu sais, il y avait des toilettes collectives, c'était un peu marrant, tu vois. Ouais. Et après, j'ai vécu dans un autre logement, c'était juste une chambre en fait. C'était une chambre avec un lit, une douche, des toilettes et c'est tout. C'est dans le camp même ou c'était... Non, parce que vivre dans le camp ça coûte quand même super cher. On en parlera après du prix de l'entraînement, mais c'est vraiment vénère. Donc je vivais dans une salle, en fait moi j'étais à Phuket du coup, et Phuket c'est très riche par rapport à la Thaïlande parce que justement c'est là où il y a tous les touristes, tous les combattants et tout. Donc j'étais pas du tout intégré dans la vie locale thaï, tu vois, j'étais pas je vivais pas chez l'habitant, j'étais pas avec des Thaïs tout le temps et tout, pas du tout. En vrai, ça c'est un peu l'image qu'ont les gens quand je leur dis que je suis parti en Thaïlande. C'est pour ça que je te demande justement pour savoir la réalité. Non, je suis pas du tout, c'est pas comme si j'étais parti dans la brousse avec des locaux, tu vois. Je suis vraiment arrivé dans un endroit où il y avait que des mecs comme moi, que des fighters. On était tous dans la même aventure et tout. Du coup, en fait l'endroit où j'étais, c'est fait pour les mecs comme ça, tu vois. Je vois. Et du coup, moi, j'étais dans une chambre, il y avait vraiment un lit, une douche, une toilette. Il n'y avait pas de cuisine, donc on est obligé de manger dehors tout le temps. Mais c'est pas très cher non plus la bouffe. Et c'était franchement confortable. Il y avait une piscine, c'était à 5 minutes du camp en scooter, tu vois. J'avais mon scooter, je louais mon scooter. Ça, c'est ouf. La conduite en Thaïlande, je l'ai fait. Ça, c'est ouf. Franchement, une de mes parties préférées. Je suis complètement débile parce que je mettais pas mon casque. J'étais torse nu, en claquette, avec mes écouteurs et tout. Si ma mère écoute ce podcast, elle va vraiment m'engueuler. Mais genre vraiment, j'étais trop bien parce que t'as vraiment un sentiment de liberté. Tu sais, j'étais le vent dans les cheveux, à rouler dans les routes de Thaïlande avec la musique dans les oreilles et tout. Et tu vas où tu veux, quand tu veux. C'est trop stylé, tu vois. Et c'est franchement, c'est trop bizarre à dire, mais rouler en scooter, c'est un de mes meilleurs souvenirs de Thaïlande. Eh ben, tu sais que moi aussi, c'est le cas. On est resté 1 mois, moins longtemps que toi. Mais du coup, on prenait le scooter tous les jours et j'adorais ça. Et en plus, c'est le gros bordel. Tout le monde, t'as 10 000 scooters sur la route. C'est un gros bordel. Mais je trouve ça hyper agréable, en fait. C'est ouf. Et puis en plus, moi, j'avais jamais conduit un scooter avant. Ah ouais. Jamais conduit de scooter avant en France et tout. Et je suis arrivé et je vois, ils conduisent comme des oufs, comme tu dis. Ils grillent les feux rouges, ils doublent à droite, à gauche, ils slalom entre les trucs. Et
Et moi, je suis en mode, attends, mais je sais pas conduire un scooter et je vais commencer là, tu vois. Et du coup, je flippais de ouf. Au début, j'étais derrière Maël, tu vois. J'étais en mode, ok, je vais prendre une semaine d'expérience, je vais voir comment tu conduis. Maël, il a peur de rien. Maël, c'est le mec le moins stressé du monde. Et du coup, il était là, oh, tranquille, tu vois, il roulait avec moi derrière et tout. Et après, j'ai loué un scooter. Première fois que je le prends, je me pète la gueule. Merde. Je me pète la gueule. Pas trop vénère, tu vois, mais genre vraiment au bout d'une seconde. Tu vois, genre je le prends, je fais ok, comment ça marche, j'accélère, et le truc part en avant et je me pète la gueule. Merde. Donc, heureusement, pas de blessure ou quoi. Juste un petit peu gênant, tu vois, un peu honteux, parce que j'étais vraiment comme un con, tu vois. Mais tu venais juste de le louer. Vraiment, je viens de le louer. Donc les mecs, ils t'ont vu ce non, parce que je suis parti un peu. Maël l'a conduit genre jusqu'à 100 mètres. On est allé genre sur un espèce de parking. J'ai fait en mode ok, à moi. Je monte dessus, j'accélère, bam, je me pète la gueule. Tu vois, j'étais en mode nickel. Bon, je remonte à cheval et je commence à maîtriser. Et en fait, au final, je maîtrisais tellement que j'en étais même plus conscient de conduire. Tu vois, c'est comme en voiture quand tu conduis et que t'es en mode attends, mais je me rends même pas compte que j'ai conduit 20 minutes là. Tu vois. Oui, carrément. Bah là, c'était pareil. Tu vois, j'étais vraiment hyper à l'aise et tout, et je kiffais vraiment de ouf. Par contre, c'est très très dangereux. Tu vois, d'ailleurs, il y a un fighter qui s'est tué pendant que j'étais là-bas. Merde. Il y a un Iranien, un mec du Tiger Muay Thai qui a eu un accident de moto et qui est mort. Donc ça remet un peu les pieds sur terre, mais il faut faire vraiment gaffe. Et puis ouais, très très bon souvenir. Donc ouais, j'étais en scooter, j'étais peut-être à 5 minutes du camp, tu vois, entre mon logement et le camp. Et voilà, tu vois, même les restos, ils étaient à côté du camp. Donc franchement, je vivais un peu dans mon triangle, tu vois, entre resto, salle et appartement. Dans ta bulle, mais après, c'est ce qu'il fallait pour être focus. C'est ça que tu voulais, je pense. On avait, tu vois, donc du coup, je suis parti avec un troisième pote qui s'appelait Rodrigue, qui lui fait du MMA, mais moins combattant. Enfin, il n'est pas combattant, tu vois, il a fait quelques combats, je crois, en amateur, mais. Et du coup, lui, il avait envie de visiter, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, il est parti plus tôt parce qu'il est tombé malade, mais aussi, je pense que moi et Mel, on était vraiment à fond dans l'entraînement le matin et tout. Et lui, il était plus en mode j'ai envie de visiter et tout, ce que je comprends totalement, tu vois. Et du coup, je pense que ça a dû un peu le saouler, tu vois, parce que nous, on a visité un peu, mais au bout d'un moment, on était en mode bah ouais, mais on veut plus visiter, maintenant on veut rester focus, on n'a plus l'énergie en fait d'aller rouler 50 minutes après l'entraînement et tout pour aller voir un Bouddha, tu vois. Genre, on avait juste envie de rentrer et de dormir, tu vois. Donc, je comprends. Si tu pars en Thaïlande, il faut vraiment voir avec qui tu pars et voir les priorités des gens. Carrément. Tu vois, si tu pars en mode toi, tu vas t'entraîner de ouf et que ta copine, elle a envie de visiter toutes les parties de la Thaïlande, réalise que peut-être ça va coincer à un moment donné, tu vois. Ou alors, il faut se faire genre 1 mois de visite et 1 mois d'entraînement et tout. Carrément. Et d'ailleurs, c'est valable pour tous les voyages, ça, tu peux avoir des surprises quand tu pars avec des gens. Tu penses que ça va bien se passer. Sauf que tu les connais pas forcément, tu vois. Donc, faut voir. Et d'ailleurs, justement, je voulais te demander, avec Maël, c'est un bon pote à toi, si très. Voilà. Franchement, je vis chez lui actuellement. Ah, énorme. Genre, en fait, tu sais, quand je suis rentré, du coup, j'avais pas encore mon appart. Là, j'ai récupéré mon appart, mais il n'y a pas encore l'électricité et tout. Donc, actuellement, je vis chez lui. On est dans un appart qui fait genre 15 mètres carrés tous les deux. On dort tête bêche dans le lit et tout. Enfin, c'est vraiment. Mais moi, j'adore parce que. Enfin, évidemment que je vais pas rester chez lui 1000 ans parce que c'est lui qui paye le loyer et je vais pas être le pote qui reste dans le canapé pendant 6 mois. En mode, t'as fait les courses? T'as acheté du PQ? J'ai faim là. Je te jure, vraiment. Donc j'ai pas envie d'être ça. Mais là, ça fait une semaine que je suis rentré. Et en fait, j'aime trop parce qu'en plus, on combat sur la même carte là, le 17. Oui, exact. Il est sur le même événement. Donc en fait, on est vraiment dans la même aventure. Ensemble, on vit la même vie. Tu vois, c'est trop bien. J'ai vraiment trop de chance d'avoir. Je lui ai dit récemment, je me suis dit, j'ai trop de chance d'avoir trouvé un pote comme toi parce que déjà, on s'entend trop bien. Tu vois, il y a un feeling de ouf, on rigole trop et tout. Et en plus, on a exactement les mêmes objectifs, exactement le même mode de vie et tout. Du coup, en fait, on est. Tu sais, j'allais dire frère, on est plus que frère, tu vois, parce que moi, mes frères, je les vois pas tout le temps. Mais lui, je suis vraiment tous les jours avec lui, H24. Quand j'étais en Thaïlande, il vivait dans ma chambre aussi, tu vois. Donc, on était dans la même chambre et tout. Et on était tout le temps ensemble, tu vois. Genre... C'est génial d'avoir quelqu'un qui a les mêmes objectifs que toi, les mêmes façons de voir la vie, et ça te pousse vers le haut, quoi. Je te jure, et puis ça rassure aussi, tu vois, parce que quand toi, tu te poses des questions et tout, évidemment, j'ai choisi un chemin qui est pas du tout stable, tu vois, il peut se passer plein de trucs, des blessures, des défaites, des machins, et quand t'as quelqu'un qui est sur le même chemin, ça rassure parce que tu te dis bon, à la limite, on est dans la même galère tous les deux. Carrément. Tu vois, donc c'est comme quand t'as pas fait tes devoirs et que ton pote à côté te dit j'ai pas fait mes devoirs non plus, tu vois, ça te fait tout de suite, t'es moins stressé, tu vois. Et en plus avec Maël, on se complémente de ouf parce que moi, je suis un peu j'aime bien tout gérer, tu vois. J'aime bien, tu sais, c'est moi qui avait un peu géré comment on prend les billets d'avion, comment on fait le visa, où est-ce qu'on va dormir et tout. J'avais un peu géré tout ça, tu vois. J'avais un peu tout organisé et tout, où est-ce qu'on va s'entraîner, machin.
Et Maël, il est l'opposé, tu vois. Maël, c'est le mec, je te dis, le mec le moins stressé du monde. Et donc, du coup, il est là, ouais, tu vois, et genre, je lui dis un truc, il est en mode, ouais, si tu veux, tu vois. Et il me suit, et du coup, tu sais, on se complète de ouf. Okay, Moi, je suis là à penser à mort, je suis là à dire, ok, on fait ça, machin, limite trop penser, des fois, à me mettre en stress pour rien, tu vois. Et lui, au contraire, il te lui, il est en mode, mais tu sais, au pire, c'est pas grave, on perd du temps, c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est génial. Vraiment cool. Mais vraiment, on est très 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 proche. Mais justement, c'est ce que je voulais te demander, c'est que justement le fait de vous êtes entraînés tous les jours ensemble, j'imagine que vous êtes vus encore plus qu'en France ou pareil au final. On se voyait plus en France parce qu'on habitait vraiment ensemble là-bas. Donc là, on habite ensemble, mais avant, j'habitais pas avec lui. Et du coup, ça a renforcé votre amitié ou au contraire, vous êtes pris la tête? Non, absolument pas. On s'est jamais embrouillé avec Maël. On s'est jamais embrouillé de notre vie. Parce que, mais déjà pour s'embrouiller avec Maël, faut le faire. Hein. Alors là, le mec, c'est le gars, il a le moins de colère au monde, tu vois. Et genre, enfin déjà, on se connaissait bien parce qu'on s'est rencontrés. Je sais plus quand est-ce qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés juste avant mon premier combat pro. Tu vois, donc ça devait être été 2021. On s'est rencontrés là et tout de suite, il y avait le feeling de ouf. Tu vois. D'ailleurs, je me rappelle, je lui ai dit, ouais, t'es chaud, on se met ensemble tous les jours. Genre, tu sais, à l'entraînement, généralement, faut choisir un partenaire pour driller les trucs et tout. Et je lui ai dit à Maël, t'es chaud, tous les jours, on se met ensemble, tu vois. Et du coup, de là, on est devenus hyper potes. Maël, il est venu à tous mes combats. Mes combats, il était là dans le public ou dans mon coin et tout. Et du coup, on est devenus hyper potes et tout. Et en plus, là, on habitait ensemble, on était H24 ensemble, on s'entraînait ensemble dans la même salle, machin. Donc, ouais, franchement, c'est génial. Je pense que c'est la personne actuellement dont je suis le plus proche. Tu vois, j'ai évidemment des amis que je connais depuis plus longtemps, tu vois, des amis de La Roche et tout, dont je suis très très proche et tout, mais le truc c'est que Maël, il vit le même truc que moi. Tu vois, j'ai des amis dont je suis très proche qui font leur vie, tu vois, qui sont ils font leurs études, machin, et quand on se voit, c'est génial. Mais Maël, en fait, on se voit tous les jours, on est collègues de travail, tu vois, genre vous partagez le même chemin de vie, quoi. De ouf. Du coup, ça rapproche forcément, tu vois. C'est vachement bien de trouver une personne comme ça. Je te jure. C'est vraiment cool. Ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as tissé des liens du coup avec d'autres personnes que tu connaissais pas encore sur place, des combattants, j'imagine, ou des entraîneurs ou quoi? Ou est-ce que pas plus que ça, t'as pas eu le temps et pas forcément de feeling spéciaux? Si, j'ai tissé des liens de ouf. Et d'ailleurs, quand je suis parti, j'ai eu un pincement au cœur énorme parce que j'ai rencontré plein de gens trop cool là-bas. Déjà, mes amis Jason et Astrid, je les connaissais déjà avant parce qu'en fait, Jason, il était venu s'entraîner avec nous à la Yoda à Angers. C'est comme ça que je l'ai rencontré. D'accord. Mais il était venu, on avait fait la prépa pour le MMA Grand Prix en décembre 2022. Donc on s'était entraîné 2 mois ensemble, tu vois. Donc on était devenus potes, mais on n'était pas non plus hyper proches au début, tu vois. On était juste potes d'entraînement, tu vois. Et là, en fait, j'étais avec lui tous les jours aussi, tu vois, parce que quand Maël, il est parti, moi j'étais solo. Maël, il est parti plus tôt que moi. Ah oui, je te l'ai pas dit. Maël, il est parti au bout de 3 mois. Ah, donc t'as eu 2 mois où Maël était plus là. Exactement, j'aurais dû le préciser. Et du coup, quand Maël il était là, on voyait Jason régulièrement et tout, donc déjà c'était trop cool. Et en plus, quand Maël il est parti, moi du coup je voyais Jason tous les jours, pratiquement. Tu vois, on mangeait ensemble tous les jours. Je gardais sa fille, enfin tu vois, genre et je m'entends hyper bien avec sa copine aussi, Astrid. Tu vois, donc en fait on se faisait des soirées, tu vois, à leur appart et tout. Enfin, eux je les adore vraiment. Tu vois, c'est vraiment un lien que je pense que c'est le lien le plus fort que j'avais là-bas. Et eux, ils vivent vraiment sur place, ils sont expatriés. Eux, ils vivent là-bas. Génial. En fait, Jason, c'est un peu un nomade des sports de combat. Tu vois, il est là, il combat dans plein d'orgas. Tu sais, il a plein de fights. Hein. Je crois qu'il a 40 fights, je crois. 40 fights en pro, t'imagines? C'est énorme. 40 fights en pro. Énorme. 40 fois, il a fait le régime. 40 fois, il a fait la prépa. 40 fois, il a eu le courage de rentrer dans la cage et tout. C'est un mec, il affronte n'importe qui et tout. Et donc, eux, ils vivent là-bas. Ils vivent en Thaïlande. Donc Jason, des fois, il rentre en France pour combattre. Tu vois, il avait fait la prépa avec nous et tout, mais majoritairement, ils vivent en Thaïlande. Et du coup, ils ont un petit appart et tout. Et du coup, voilà, Jason, on s'entraînait ensemble. Enfin, je le voyais, on mangeait ensemble tout le temps. On faisait, tu vois, on allait à la plage, on faisait plein de trucs. Donc eux, vraiment un lien très très fort. D'ailleurs, ils viennent bientôt en France, donc j'ai hâte qu'ils rentrent. Sinon, j'ai rencontré aussi le coach du MMA là-bas, qui s'appelait Bruno, qui était un Brésilien. Et lui, franchement, je suis fan de ce mec. Je sais pas pourquoi, tu sais, des fois, t'as des gars, il y a un feeling, tu vois. Et je dis pas qu'on était potes. Lui, on n'était pas forcément potes, tu vois, on n'était pas là à sortir et tout, mais je l'admire à mort, en mode, parce que déjà, il est super fort. Et puis, il est super bon pour coacher, tu vois. Il avait vraiment une mentalité d'entraînement intelligente où il était en mode.
il s'occupait de tout le monde, il connaissait les prénoms de tout le monde aussi. Tu sais, ça fait plaisir. Des fois, t'arrives dans des salles, le mec, il connaît même pas ton prénom. T'as l'impression d'être juste un client parmi d'autres. Tu te dis, bon, un peu relou, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que dans ces centres d'entraînement, t'as eu l'impression d'être un porte-monnaie sur pattes et un chiffre, entre guillemets, ou est-ce qu'au contraire... Eh ben non, justement. Je sais que le Tiger Muay Thai, ça a la réputation d'être l'usine. C'est pour ça que je te demande ça. Ça a la réputation. Je crois, j'y suis jamais allé, donc je ne pourrais pas te donner mon opinion, mais de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment, t'arrives, le coach il s'en fout de toi, ils se mettent des KO à l'entraînement. Tu sais, c'est vraiment en mode, t'es du bétail pour les mecs de l'UFC. Mais là, au club où j'étais, la Phuket Fight Club, c'était génial. Vraiment, je suis arrivé. Donc déjà, comme je te disais, le coach il connaît notre prénom, il connaît ta vie, il t'encourage et tout. Tu vois, c'est trop cool. Il te donne vraiment des bons conseils. Tu vois, il est pas là juste à te dire bon allez, vous mettez par deux, vous faites des sparring. Tu vois, il est là, il a vraiment une structure d'entraînement intéressante où il dit des trucs qui sont sensés. Tu vois, et moi j'aime bien. Je fais confiance à mon coach pour qu'il me dise des trucs sensés. Si je vois que mon coach il est là à me faire une technique en vrac et après 2 jours après il me fait une autre technique et 3 jours après il me fait une autre technique, je vais être en mode mais en fait tu sais même pas ce que tu fais, tu vois. Il y a pas de structure, il y a pas de... il y a pas de philosophie d'entraînement et tout. Lui il avait vraiment sa structure, il croyait vraiment en ce qu'il faisait, tu vois. Et du coup lui je l'ai vraiment adoré. Du coup on est allé le voir faire ses combats de Muay Thai, on est allé le voir, il a gagné l'ADCC Thaïlande. C'est vraiment vénère l'ADCC, pour ceux qui savent pas, c'est une compète de grappling, tu vois, et c'est vraiment un gros level. Et lui c'est même pas un grappleur pur, c'est un combattant de MMA. Et il a gagné l'ADCC, tu vois. Et on était allé le voir avec Maël et on était bouche bée, on était en mode waouh, mais ce mec il a du cœur comme pas possible, il est technique et en plus c'est un coach de ouf et en plus il est trop marrant et en plus il est trop charismatique et tout, et vraiment j'ai été admiratif de ce gars. Donc lui je l'ai adoré. Mon coach de grappling aussi là-bas qui s'appelait Allison, j'ai trop kiffé aussi, gros feeling, très très sympa. Moi j'aime bien les mecs qui sont sympas, souriants, chaleureux. Ça c'est un peu bateau à dire, tout le monde aime ça, tu vois, mais il y a des coachs. C'est pas ballot parce qu'il y en a qui tirent la gueule quand même. Ah, mais vraiment, le coach de jiu-jitsu brésilien là-bas, je vais pas le nommer, mais je te jure, il était méchant. Tu vois, genre vraiment, moi, il m'avait engueulé de ouf devant tout le monde parce que je m'étais changé dans la salle au lieu du vestiaire, tu vois. Et ok, c'était peut-être pas très cool, tu vois, de faire ça, mais me gueule pas dessus devant tout le monde. D'ailleurs, je lui ai dit pourquoi tu me gueules dessus et tout. Et en fait, il était là, il utilise son statut de coach pour un peu abuser de son autorité. Et le mec, tu vois, tu te dis, mais t'as pas besoin d'être un connard comme ça, tu vois. En fait, ça mène à rien. C'est ça. Personne, en fait. Donc, je sais pas si c'est des personnalités ou un complexe d'infériorité ou j'en sais rien, tu vois, mais lui, vraiment pas cool. Mais ces 2 coachs-là dont je t'ai parlé, vraiment, ils étaient géniaux. C'est vraiment, ils vont me manquer de ouf. Donc ouais, tu vois, il y a tellement de personnes que j'ai rencontrées. Donc eux, Jason et Astrid. Je me suis fait aussi beaucoup de potes français. Je peux te les citer, ça va pas servir à grand chose, mais Anas, Hugo, Mansour Barnaoui, eux, j'ai vraiment rencontré des mecs super, tu vois, avec qui j'étais tous les jours. Donc ça, c'était trop bien. Trop cool. Et puis, qui est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, franchement, j'en ai rencontré plein, tu vois. Une belle expérience humaine, quoi, vraiment, en plus du sport. Toi, tu me suis sur Instagram avec le podcast Vilain Canard, là, qui s'appelle Sentier de Vie, d'ailleurs. Ouais. Ça a changé de nom. Ouais, Sentier de Vie maintenant. Et j'ai fait un post récemment où j'ai mis la photo de tous ceux que j'ai rencontrés, tu vois. Ah, je crois que j'ai vu. Tout le monde. J'ai vu, t'as fait plusieurs photos avec des gens. C'est ça, tu vois. Je peux te montrer un peu. Ça, on verra pas au podcast, mais pour toi, t'es un peu un visuel. Tu vois. Donc, tu vois, ça c'est Bruno, ça c'est Jason et Astrid. Ah, ok, c'est eux. Tu vois, ça c'est mon coach Allison, tu vois, Mansour Barnaoui et tout. Enfin, j'ai vraiment rencontré plein de gars. Excellent. Et avec qui j'étais tous les jours, parce que tu t'entraînes tous les jours. Et du coup, franchement, je te jure, vraiment, dans l'avion, j'étais trop triste. Je te comprends. Et en plus, j'écoutais de la musique triste comme un débile, tu vois. Pour en rajouter un. Je te jure, pour bien amplifier l'émotion. Ouais, pourquoi pas. Après, j'étais vraiment en mode, là, c'est triste quand même. Genre. Après, je vais y retourner, j'en suis sûr, donc je les reverrai, j'espère. Ok, tu veux y retourner. Ah oui, je vais y retourner, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ok. Donc ça rassure un peu de dire peut-être que je les reverrai. Mais tu sais, quand tu passes tout ton temps avec des gens et que tu sais que c'est le dernier jour, c'est toujours dur. T'as tout le temps un truc où tu repenses à tous les bons moments, tu sais, où t'es en mode ah ouais, c'est fini en fait. Tu vois, je l'ai un peu pris pour acquis et en fait c'est fini maintenant. Donc ouais, génial. Excellent, trop bien. Je voulais te demander comment tu vis le retour en France, même si on en a un petit peu parlé en off. Comment tu vis le retour en France ? Du coup, j'ai un combat là dans 1 semaine. Donc le combat a été planifié 2 semaines après mon retour. Donc ça me garde focus. Ça m'évite de trop être
être dégoûté du retour, de trop être nostalgique et tout, parce que je suis arrivé et je suis direct en mode préparation pour le combat, concentré et tout. Si j'étais rentré sans avoir eu le combat, je pense que j'aurais eu un coup de blues, parce que tu sais, tu rentres, il fait moins 1000 degrés, il fait gris, je vais devoir recommencer à taffer, et même si j'adore mon taf, tu vois, ça change de devoir recommencer à prendre ses horaires, à travailler, à avoir des impératifs et tout, tu sais, c'est un peu toujours dur au début, tu vois. Bien sûr. Il y a ça, je vais devoir revivre dans mon appart, mon tout petit appart, tu sais, il n'y a pas de piscine, machin, enfin, tu sais, ça fait un peu l'enfant gâté, mais tu sais, quand tu as été habitué à ce confort là-bas, si peu cher et si accessible, et tu reviens en fait à la vie française où c'est en pleine ville, machin, c'est la routine un peu d'avant, ça fait mal, tu vois. Donc j'ai eu quand même l'euphorie de rentrer, tu vois, de retrouver tout le monde pendant quelques jours et tout, et là j'ai le fight, mais je pense que dans quelques semaines je vais peut-être avoir une petite prise de conscience en mode ah ouais, genre c'est vraiment fini là. Ouais, je vois. Ouais. Donc ouais. Mais après, beaucoup de personnes me demandent pourquoi je suis rentré aussi. Ouais. Je suis rentré pour plusieurs raisons. Je les ai évoquées un peu au début, mais plus en détail. Déjà, ça coûte super cher là-bas. Mais vraiment, genre, l'entraînement, tu vois, par mois, c'est 400 € par mois. Tu vois, genre, c'est ici en France, tu t'abonnes à Fitness Park, c'est 50 €, tu vois. Oui. Ou alors tu t'abonnes à un club de boxe, c'est 400 €, mais par an. Oui, voilà, c'est ça, par an. Et là 400 € par mois, t'imagines débourser 400 € par mois juste pour t'entraîner. Donc certes, tu payes la structure, tu vois, parce qu'il y a, c'est ouf, hein, il y a des piscines, des saunas. Je t'ai pas vraiment demandé, je t'ai demandé les logements et tout, mais je t'ai pas vraiment demandé la structure est ouf. La structure est ouf, ouais. Vraiment, il y a. Bah, tu vois, c'est comme dans les films. Tu vois, t'as la salle de Muay Thai, tu sais, où c'est un peu en extérieur, couvert, mais ouvert, avec plein de sacs, vraiment super classe. T'as la salle de MMA, où c'est super grand, t'as une cage, t'as tout le matos possible et imaginable, t'as la piscine, t'as le bain froid, le sauna, la salle de préparation physique, un petit coffee shop, tu sais, parce que oui, il y a plein de coffee shops là-bas. Il y en a vraiment partout. Donc vraiment c'est super cher, mais tu payes aussi la structure de ouf, tu vois. En France généralement tu t'entraînes dans un petit gymnase où tu dois mettre les tapis tous les jours et tout, là-bas c'est vraiment fait pour les fighters, tu vois. Donc c'est cool, mais quand même 400 € par mois ça fait super mal. Il y avait ça, il y avait le logement, tu payes peut-être 230 € par mois, je dis des fourchettes, hein. Il y a le scooter, il y a la bouffe où tu manges toujours à l'extérieur. Il y a, si tu restes longtemps aussi, tu dois généralement sortir du pays pour le visa. Donc, tu sais, le billet d'avion pour aller Moi, je suis allé en Malaisie. Le billet d'avion aller-retour pour aller en Malaisie. L'hôtel en Malaisie. Les taxis. Enfin, tu vois, tout ça. Les frais d'hôpital aussi. Ça, c'est après tes hyper cher. Parce que ça, on peut en parler aussi. Non, pas après mes combats. En fait, j'ai chopé plein d'infections. Ok. Pas des trucs graves, tu vois, mais en fait, vu que là-bas, il y a un climat très humide, très chaud, et qu'en plus, je fais des sports de combat où tu te colles à tout le monde, où tu luttes avec tout le monde et tout, en fait, tu chopes des trucs, tu vois. Et moi, je suis hyper sensible à ça. Et en fait, j'ai eu, je pense que 50% du temps où j'étais en Thaïlande, j'ai été sous antibio. Putain. Tiens. Et genre, vraiment, j'exagère pas, je pense que j'ai été sous antibio au moins 3 mois. Et les antibio, ça te tue, hein. Ça te tue le cardio, hein. Donc, du coup, tu sais, c'était dur. T'es sous antibio, tu dois te faire 2 entraînements par jour. Tu sais, ça te bute. Mais tu vois, j'ai chopé, je me rappelle au début, j'ai chopé une otite hyper vénère. Pendant 2 semaines, j'avais super mal à l'oreille, je pouvais pas prendre de coups et tout. Après, j'ai chopé un ongle incarné qui s'est infecté et pendant 2 semaines, j'ai dû prendre des antibiotiques. Je sais pas, un moment, ça a commencé à me gratter les jambes à mort. Alors que j'avais rien du tout, j'avais pas de traces ou quoi, mais ça me grattait de ouf. Donc je suis allé à l'hôpital, tu vois, j'ai fait des tests. Il n'y a pas de remboursement là-bas. Donc du coup, tu vas à l'hôpital, tu payes 200 €, tu vois. Voilà, surtout si t'es un touriste, en plus, il te plein tarif. Ouais, c'est ça. Il plein tarif, voire plus. Tu vois. Voire, t'es rentré dans l'hôpital, ça va être 150 €. Désolé, c'est le prix ici, tu vois. On te fera rien, mais tu payes 150. C'est ça, tu vois. Et du coup, tu débourses. Et en plus, moi, j'avais pas de rentrée d'argent. Tu vois, parce que j'ai pas pris le chômage avant de partir. J'ai gagné l'argent de mes fights de Muay Thai, mais vas-y, j'ai gagné 2 fois 77 €, tu vois, ça n'a pas remboursé grand-chose. J'avais pas de travail en ligne, tu vois. Mais je vois. Donc c'est vraiment, je voyais l'argent qui descendait et je me suis un peu dit à un moment donné, peut-être falloir que je rentre. Parce que toi, dans ta tête, t'avais une durée précise. Je voulais partir environ 6 mois. Je suis parti 5 mois, tu vois. Franchement, c'est quasiment pareil. Mais tu sais qu'il y a un moment donné,
je me suis même dit, je vais rester là-bas. Genre au bout de 2-3 mois, tu vois, quand j'avais pas encore la thune dans la tête, j'étais en mode attends, mais c'est trop bien ici, genre c'est parfait pour les fighters, comme tu disais là, les restos, les machins, c'est vraiment la vie de rêve. Tu peux combattre au One et tout. Et je me suis dit, mais en fait, je vais rester là-bas. Et en fait, quand j'ai commencé à voir l'argent qui descendait de ouf et tout, j'ai réalisé, ah oui, en fait, c'est un peu un rêve, mais le rêve vient à un certain prix, tu vois. Mais maintenant, tu vois, j'ai fait ce premier voyage, donc c'était le voyage un peu de découverte. Et maintenant, je sais que quand j'y retournerai, j'aurai des meilleurs plans. Par exemple, je pense que je prendrai un appartement moins cher. Maintenant, je sais où il y en a des moins chers. Je pense que je me ferai sponsoriser par la salle. Ça veut dire que tu payes pas la salle. Donc, certes, tu dois combattre pour eux, du coup. D'accord. Mais du coup, tu payes pas les 400 € par mois. De toute façon, toi, tu veux combattre. Donc, c'est ça. Donc, en vrai, si je peux fighter au One Championship et tout, c'est super cool. Ça serait classe. Donc voilà, tu vois, il y a des plans pour moins dépenser. C'est intéressant que tu dises ça parce que souvent on voit d'un œil extérieur, on voit toujours les bons côtés des choses et on s'imagine jamais la réalité des choses. C'est sûr, mais puis, donc c'est bien que tu dises ça. Vraiment. Mais sinon tout le monde resterait là-bas, tu vois. Bah oui. Ça serait trop beau. Ouais. Mais donc je sentais que aussi génial que c'était le moment que je rentre. Ouais. Tu vois, et puis il se trouve qu'il y avait eu le fight qui a été organisé, donc c'était parfait. Puis voilà, tu vois, il fallait que je rentre au moment. Mais je rentre pour mieux repartir à un moment donné, tu vois. T'es parti pour y retourner visiblement. Ouais. Justement, ce fight qui arrive, qu'est-ce que c'est où c'est Qu'est-ce que c'est Je combats du coup, c'est mon 5e combat professionnel. Okay. Donc c'est au KOF, King of Fighters au Mans. Est-ce que c'est bien Jérôme Le Banner qui est à l'origine de ce... c'est ça, exactement. C'est l'organisation de Jérôme Le Banner. Donc c'est au Mans, là, le 17. C'est une organisation qui fait un peu partout. Hein. Ils en font à Paris, à Montpellier, je sais pas où. Et là, ils font au Mans. Donc c'est pas loin d'ici en plus. Ouais. Donc j'ai été appelé il y a peut-être 2 semaines pour ce fight. Okay. Donc parce qu'il y a un 77 qui a pull out, qui s'est retiré. Okay. Et du coup, ils m'ont appelé pour prendre sa place. Et du coup, j'ai dit OK. Parce qu'en soi, moi, j'étais prêt. Tu vois, je m'entraînais de ouf en Thaïlande. Donc j'ai dit OK. Ouais. C'était parfait niveau timing et tout. Donc voilà, ça sera mon 5e combat pro. Je prends un gars qui s'appelle Axel Soe. Je sais pas trop qui c'est, je t'avoue, mais après, ça change pas grand chose. Dans tous les cas, genre, je vais faire mon game. Ouais. Et puis voilà, quoi, genre, j'ai vraiment hâte de pouvoir montrer tout ce que j'ai appris. Tu vois, je sens vraiment que je vais faire une masterclass. Tu vois, c'est pas pour être prétentieux ou quoi, mais j'ai vraiment confiance là en ce que j'ai appris, en ma progression et tout. Et là, je sens que c'est l'opportunité de montrer tout ça. C'est le moment un peu déposé devant moi par l'univers qui me dit vas-y, là c'est ton moment, vas-y, montre-nous, tu vois. Donc évidemment que je peux me failer, hein. Ça arrive à tout le monde, c'est un sport de combat, tu sais, je peux prendre un KO en 5 secondes et on va dire ah bah bravo, en Thaïlande t'as appris à prendre des KO en 5 secondes, tu vois. Mais comme tu le dis, c'est la réalité des sports de combat, en fait. C'est ça. Si c'était sûr que j'allais gagner, bah, quel serait l'intérêt, tu vois. Mais en tout cas, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je me suis préparé à fond et du coup j'aurais aucun regret. Tu vois que je pense vraiment que je vais gagner, même si je gagne pas, et ben au moins j'aurais tout donné et on m'aura donné l'opportunité et c'est tout ce que je demande, tu vois. Carrément. Donnez-moi l'opportunité. Après si je me fail, bah c'est pour moi, mais au moins vous m'avez tout donné, tu vois. T'as quel âge déjà, Eli ? 23 ans. 23 ans et 5e combat pro. Ouais. MMA, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal en vrai. Et c'est 5e et surtout loin d'être le dernier. Oui, ah bah oui. Vraiment, c'est ce que je te souhaite. Je vais en faire beaucoup. Hein. Oui, je pense que tu es bien parti. Tu regardes, quand tu y penses, Jason, il a 35 ans. Ouais. Et il a 40 combats pro. Donc, c'est-à-dire qu'en 12 ans, toi, je pense que j'ai le temps d'en faire une trentaine. Hein. Oui. Franchement, oui. Tu vois, si j'en fais 3 par an, je suis bien. Hein. Oui. Nickel. Oui, carrément. C'est clair. Bah, je voulais juste te demander, tout simplement, après cette expérience en Thaïlande, en fait, si tu te sens différent d'une certaine manière ou pas, ou est-ce que est-ce que t'es sûrement toujours le même, parce qu'on change pas du tout, mais je sais pas, est-ce que t'as changé ta façon de voir les choses sur certains sujets ou pas Ouais, sur pas mal de trucs, en vrai. Ouais. Bah déjà, niveau sportif, je pense que je suis différent parce que je suis bien meilleur. Mais je trouve que le premier, tu vois, ça c'était, même si je suis allé dans plein de pays, tous les pays avant que j'avais fait, c'était soit avec mes parents ou avec l'école et tout, c'était jamais mon voyage. Ouais, je me rappelle que tu me disais ça avant de partir, ouais. Tu vois, et là, c'est vraiment mon voyage parce que c'est moi qui ai tout organisé, c'est moi qui ai pris la décision, j'ai tout quitté. Tu sais, c'est vraiment tout pour moi, tu vois. Et du coup, je trouve que quand tu l'as fait une fois, en fait, tu te rends compte que c'est pas si ouf. Enfin, genre, c'est ouf, mais genre,
c'est pas un truc difficile en fait, tu vois. Et du coup, en fait, ça t'ouvre les portes pour le refaire. Pour ça, je te dis, je vais retourner en Thaïlande, mais je pense que je vais même retourner je vais aller dans d'autres pays, tu vois. Le Brésil, c'est aussi ouf pour aller faire du MMA, tu vois. Genre, tu vas peut-être devenir le nomade mais en vrai, moi aussi, pourquoi pas. Franchement, je trouve que la vie de Jason, elle est trop bien. Genre, c'est trop stylé. Genre, tu vois, moi, je m'en fiche un peu, pour l'instant, évidemment, d'avoir une stabilité financière. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils sont en mode, il faut absolument que j'ai ma maison, que je me marie et tout, et j'aurais réussi, tu vois. Le poisson rouge. Et franchement, vraiment, tu vois. Mais franchement, je respecte, hein, si tu veux ça, tant mieux. Moi, c'est ma phobie. Vraiment, genre, là, me caser maintenant, là, mais je serais en mode, mais qu'est-ce que je fous? T'as genre, raison. Vraiment. T'as raison, faut pas. Attends, mais j'ai 23 piges et je suis là, coincé, j'habite à Moutier, je sais pas quoi, et je suis là avec ma meuf. Donc vraiment, là, moi, là, si je peux, pendant les 8 prochaines années, là, voyager, combattre partout, vivre des trucs de malade, tu vois, j'aurais juste 30 ans à la fin et je pourrais me caser après, tu vois. Exactement. J'ai large le temps. Exactement. Donc ouais, franchement, ça m'a ouvert la porte des voyages. Et puis même moi, j'étais pas trop dans les visites de base, tu sais, mes parents, ils m'ont emmené visiter des trucs et tout. Moi, j'étais tout le temps en mode, j'ai pas envie de visiter le vieux quartier, de je sais pas quoi, je m'en fous un peu, tu vois. Et en fait, quand je suis allé en Malaisie, justement, et quand je suis allé à Bangkok aussi, avant de partir, j'ai fait Phuket, Bangkok, et je suis resté 3 jours à Bangkok. En fait, j'ai visité, tu vois, et j'étais tout seul, et j'étais trop bien, j'étais pareil avec mes écouteurs, et je visitais, tu vois, je marchais, je prenais des scooters, je prenais des taxis et tout, et j'allais voir des trucs, tu vois. À Bangkok, je suis monté sur le plus haut gratte-ciel de Bangkok, je suis allé voir un parc où il y avait des varans, tu vois, des varans en liberté. Je suis allé voir des centres commerciaux de ouf. Enfin, tu sais, c'est des trucs, c'est une autre culture de ouf, tu vois, genre ce genre de pays. Et du coup, j'étais là, et moi, je voyais ça avec mes yeux de petit français, tu vois, j'étais en mode, mais c'est ouf en vrai, genre tout ça, tu sais, c'est des trucs, t'as l'impression d'être dans un autre monde en fait. Exactement. Alors que c'est le même monde, mais j'étais en mode, attends, mais moi, je suis à Angers en fait, c'est genre 1/1000 de ce que tu peux voir dans le monde, tu vois. Genre, il y a vraiment des trucs de malade, et je trouve que ne pas voir ces trucs là, c'est une tristesse de ouf. Après, c'est vraiment pas accessible à tout le monde, hein. Je comprends qu'il y a des questions de moyens et tout, tu vois. Mais c'est aussi pour ça que moi, j'ai pas du tout envie de me caser maintenant, d'avoir une famille et tout, parce que ça me freinerait, je pense. Tu vois, j'ai justement envie de découvrir des trucs de malade et tout, genre. Eh ben, moi, c'est tout ce que je peux te souhaiter, hein. Franchement, parce que je pense que t'es bien parti pour découvrir le monde. On sait jamais de quoi est fait le futur, donc tu sais, ça se trouve demain je vais me faire une blessure et je vais être handicapé, hein. C'est possible, tu vois. Ça se trouve, je vais briser les cervicales et je pourrai jamais voyager de ma vie, tu vois. Je le souhaite pas, non. Mais en vrai, je trouve que moi en tout cas, c'est un truc qui me rend heureux, tu vois. Il y a les combats, c'est un truc qui me rend heureux, mais j'ai aussi découvert là que découvrir des trucs, je trouve ça ouf aussi, tu vois. Et oui, c'est génial d'être dans un environnement auquel t'es pas du tout familier, t'as le cerveau qui est en ébullition, t'as tout qui est nouveau, t'es stimulé de partout, c'est génial. Et puis même tout seul, je trouve ça trop drôle aussi. Tu peux faire ce que tu veux, genre. Tu vois, je suis allé au musée Madame Tussauds. Tu sais ce que c'est, le musée Madame Tussauds? Truc avec les statues de cire là. Bon, ça, il y a pas que ça en Thaïlande, hein, évidemment. Mais tu vois, j'étais tout seul et j'étais là et je me tapais des grosses barres dans le musée et tout, et j'étais là, personne me connaît, personne me juge et tout, je m'en fous complètement. J'étais là, je rigolais, je vivais ma meilleure vie. T'es bien avec toi-même, quoi. En fait, quand t'es trop bien. Tu vois, et limite, ça me fait peur parce que limite, je suis devenu addict à être solo, tu vois. En mode maintenant, je fais ce que je veux quand je veux. Et je me dis que si un jour j'ai une copine ou un truc comme ça, tu vois, ben genre ça va me saouler hyper rapidement. Ouais, mais c'est bien que tu t'en rendes compte. J'espère pas en tout cas, tu vois. Ouais, mais en fait, je pense que c'est vachement bien d'être bien avec soi-même, et qu'il y a plein de gens en fait qui ont besoin d'être avec du monde tout le temps parce qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes. Et je pense ça. Moi, j'allais au resto tout seul. Moi, ça me dérange absolument pas de faire des trucs tout seul. Tu sais, il y a des gens aller au resto tout seul. Ouais, la honte, c'est une phobie. Machin. Moi, je suis là. Tu fais au resto, je mange ma pizza. Je m'en fous complètement. Tu sais, genre. C'est cool. Vraiment. C'est excellent. C'est excellent. Bah, super. Hein. Bah, du coup, t'es en pleine préparation là, pour le combat à venir. Comment ça se passe, la prépa? Comment tu te sens? Bah là, de toute façon, c'est les 2 dernières semaines de fight, enfin de prépa. Donc en vrai, c'est le travail est fait. Tu vois, maintenant, je suis plus là à m'entraîner. Je m'entraîne encore, mais l'entraînement là, c'est pour 2 trucs. C'est pour perdre du poids et c'est pour rester aiguisé. Tu vois, rester aguerri et tout. Parce que là, il y a plus de progression en fait. Tu vois. Oui. Maintenant, j'ai fait tout le taf. Et il faut un peu maintenant s'abandonner au sort. Tu vois, c'est un truc.
tu peux t'entraîner autant que tu veux. Le résultat, il est plus ou moins hors de ton contrôle. Tu vois, parce que tu sais pas ce que le mec en face, il va vouloir faire tout pour t'empêcher d'agir. Ouais. Donc en fait, tu peux être super fort et prêt à 100% et quand même te faire éclater, tu vois. Donc là, t'as fait tout le taf, pas de regret, t'as laissé aucune pierre retourner et tout, t'es bien. Et maintenant, voilà, faut vivre le moment et un peu s'abandonner au sort de on verra bien. Je vois. Tu vois, je suis très confiant sur la victoire, mais on verra bien. Ouais. Genre, parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est la beauté du truc et c'est l'inconnu, en fait, on sait pas. Carrément. Donc là, les 2 dernières, enfin la dernière semaine, en vrai, je dis 2 dernières semaines, mais il reste une semaine là, c'est perte de poids, et où c'est tranquille parce que je suis déjà super léger, je suis déjà là, il me reste 1 kilo à perdre à peine, tu vois. Ok, t'es bien alors. Perte de poids, et puis voilà, passer du temps avec mes potes, passer du temps avec ma famille, essayer d'être le moins angoissé possible, parce que ça peut être très angoissant, c'est un fight, tu sais que tu vas aller te battre contre un mec, tu sais que tu dois faire le poids mais c'est stressant, tu sais que c'est l'événement en fait qui est stressant, parce qu'en vrai des combats j'en fais à la salle souvent, tu sais, des sparring et tout, mais là c'est le moment M, tu vois, genre c'est le moment où tu mets tout en jeu, et là, si je gagne, ça peut vraiment être un truc génial et me rendre super heureux et me propulser dans ma carrière et tout. Et si je perds, à contrario, je sais que ça va me foutre le seum de ouf et que je vais être dégoûté pendant un moment et que c'est pour ma carrière, ça va me faire un petit setback, tu vois, un petit pas de recul. Mais c'est comme ça, tu vois, je préfère 1000 fois prendre le risque de ça plutôt que me dire non, c'est bon, j'ai fait mes petits combats, je suis bien, maintenant je vais plus rien faire, tu vois. Vaut mieux faire les choses et pas les regretter que ne pas les faire. De toute façon, en général, moi quand je pense trop à un truc, ça me fait angoisser et tout. Donc en fait, la seule manière de gérer le truc, c'est de le faire. Tu vois. L'action. Je le fais et après, en général, je me dis mais en fait, ça va. Tu vois, c'était pas si dur. Carrément. Vraiment, l'action pour moi, c'est le meilleur remède contre les mecs qui pensent trop, que les mecs qui sont un peu dépressifs et tout. Tu vois, c'est juste agis, juste fais-le. Complètement. Le truc de Nike là, just do it. Juste fais-le. Ouais. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ça va te faire avancer 1000 fois plus vite que t'imaginer le scénario 1000 fois dans ta tête et te dire, ok, si je fais ça, machin. Non, juste fais-le, tu verras bien. Tu vois. C'est souvent le problème des gens qui, quand ils ont un projet, qui voient que les problèmes qui peuvent arriver, qui retournent 10 000 fois les problèmes dans leur tête, et du coup, qui se lancent jamais parce que, en fait. C'est ça. Au bout d'un moment, le truc, c'est que si tu te fais les scénarios dans ta tête 1000 fois, déjà, tu vas imaginer des trucs qui sont très peu probables. Tu sais, genre, la majorité des problèmes, ils sont dans ta tête. Tu vois, tu t'imagines, mais si ça se passe, mais si j'arrive pas à faire ça et tout. Mais t'en sais rien. Ça se trouve, justement, tu vas réussir à le faire. Tu vois. Et de toute façon, que tu te le dises dans ta tête avant ou pas, ça changera pas forcément le résultat. Exactement. Tu vois, donc en fait, juste fais-le, tu verras bien. Le fait d'angoisser, en fait, tu te mets juste 2 fois dans la situation au lieu de peut-être une seule fois dans la situation de le faire. Tu vois. J'ai lu un truc récemment qui disait que les dépressifs vivaient constamment dans le passé et les angoissés constamment dans le futur. C'est vraiment ça en fait. Ouf, hein. C'est vraiment ça. Élie, cool. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli. Nickel. Ça fait toujours plaisir. Bah ouais, c'est un grand plaisir. Et puis force à toi pour le. Merci. Le combat. Vous pouvez. Je sais. De toute façon, le podcast il sortira pas avant le fight là. Peut-être. Si jamais le podcast sort avant le fight, mon combat le 17 février est en live sur RMC Sport Twitch. Donc l'application Twitch, tu connais ? Oui. Si vous avez juste à télécharger l'application Twitch, allez sur RMC Sport et vous verrez le combat en live, c'est gratuit. Donc voilà, si jamais ça sort avant. Sinon, je le posterai sur les réseaux dans tous les cas. Super. Voilà. Super. Plaisir. Merci beaucoup. Plaisir, mon gars. Merci à toi. Plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Aidez-moi à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles sur l'application de podcast où vous l'écoutez. Vous pouvez aussi partager cet épisode à un de vos amis. Cela m'aidera à avoir de nouveaux invités. Merci et à bientôt.